Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble 4 moyens de s'enrichir grâce à l'immobilier. Vous le savez, le monde de l'immobilier est un monde assez vaste et quand on met les pieds dans ce monde-là, on a plusieurs possibilités, plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je suis persuadé que le dernier moyen, vous n'en avez pas entendu parler souvent. Allez, je commence avec le premier moyen de gagner de l'argent en immobilier, ça va être grâce au remboursement de capital. Donc quand vous achetez de l'immobilier, vous avez la possibilité de vous faire financer par un établissement bancaire qui va vous prêter de l'argent pour acheter un actif, un appartement, une maison, un immeuble, avec de l'argent que vous n'avez pas. Tous les mois, vous allez payer une mensualité pour rembourser la banque. Admettons une mensualité, par exemple pour un prêt à 100 000 €, vous allez rembourser une mensualité d'environ 550 €. Sur cette mensualité de 550 €, elle va être décomposée en deux parties, même un peu plus en réalité. Il va y avoir une partie d'intérêt, une partie de capital. Quand je parle d'un peu plus, c'est parce qu'il y a aussi une partie d'assurance emprunteur qui est dans le prêt. Donc réellement, il y a trois parties, on va dire, dans votre mensualité que vous remboursez tous les mois. Mais pour faire simple, on va rester sur intérêt capital. Les intérêts, c'est ce que vous payez à la banque, c'est le prix de votre crédit, entre guillemets. Donc c'est le coût que vous allez payer pour pouvoir dire merci à la banque de m'avoir prêté. Le capital, c'est l'argent qui vous appartient, que vous remboursez tous les mois. Donc sur une mensualité à 550 €, alors un échéancier de remboursement n'est pas quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qu'au début, vous remboursez plus d'intérêts et pas beaucoup de capital, et plus la durée de votre prêt avance, moins vous remboursez d'intérêts et plus vous remboursez de capital. Donc c'est vraiment une courbe qui se croise au fur et à mesure du temps, et forcément la banque veut se payer en premier, parce qu'en France, la durée de détention moyenne d'un bien, je crois que c'est à peu près 7 ans ou 8 ans si je dis pas de bêtises. Donc si tout le monde rembourse son prêt au bout de 7 ans et qu'on a remboursé de manière linéaire le capital et les intérêts, forcément, la banque, elle, ne serait pas rentable et n'aurait pas gagné beaucoup d'argent. Donc l'intérêt de la banque, c'est de se rembourser directement. Bref, passons. Donc encore une fois, le fait de rembourser du capital, c'est de l'argent que vous allez rembourser à votre banque tous les mois et que vous allez payer surtout grâce au loyer de votre locataire. Alors bien évidemment, c'est pas de l'argent que vous avez sur les comptes, c'est pas de l'argent que vous pouvez toucher, utiliser tous les mois. Par contre, le jour où vous revendez votre bien immobilier, si vous avez eu 10 ans de remboursement et que vous avez par exemple remboursé 50% de votre prêt, alors dans les faits, c'est pas 50% de capital, comme je vous l'ai dit, il y a cette divergence entre le montant des intérêts et le montant du capital, mais admettons pour faire simple que vous avez remboursé la moitié de votre crédit, le jour où vous revendez, forcément cet argent vous le retrouvez. Donc rembourser du capital à la banque, même si vous ne le touchez pas tous les mois et que vous n'avez pas cette capacité de le voir, de le toucher, de l'utiliser, c'est quand même de l'enrichissement réel et de l'argent qui vous appartient, qui est immobilisé certes dans un actif immobilier, mais c'est de l'argent qui vous appartient, donc vous vous enrichissez. Deuxième méthode de s'enrichir et de gagner de l'argent grâce à l'immobilier, ça va être grâce au cash flow. Donc le cash flow, c'est quoi? C'est tout simplement un excédent de trésorerie qu'on va réussir à générer quand on loue plus cher que les charges qu'on a liées à son bien immobilier. Je donne un exemple, imaginez que demain j'achète un appartement, encore une fois je reste sur mon exemple à 100 000 €, donc ça me fait on va dire 500 € de crédit, j'ai avec les assurances, les frais de syndic, etc. environ 200 € de charges par mois. Bon voilà, admettons que j'ai un appartement qui me coûte 700 € par mois avec les différentes charges et que je loue 800, donc j'ai un excédent de trésorerie de 100 € positif. Donc là dans mon exemple vous allez vous dire 100 € c'est pas la ruée vers l'or, c'est sûr que c'est pas terrible, mais aujourd'hui il y a des opérations qui vous permettent de faire réellement de gros cash flow. Et moi, sur mes appartements, en moyenne, alors certes, c'est exploité en location courte durée, mais j'ai une moyenne de 1 000 € de cash flow par appartement. Il y a aussi des zones où les prix de l'immobilier va être moins cher qu'à Toulouse, par exemple, que dans des grandes villes, mais où les loyers vont quand même être relativement hauts par rapport au prix de l'immobilier. Donc il y a des villes qu'on va appeler des villes à cash flow et des villes comme Toulouse, où là, pour le coup, c'est des villes à capital, c'est-à-dire que c'est des villes où on s'enrichit vraiment en remboursant son crédit tous les mois. Parce que forcément, quand on achète dans une toute petite ville de l'immobilier qui n'est pas cher, on va peut-être réussir même à toucher pour 80 000 € dans certaines villes, on va avoir des petits immeubles de 4, 5, 6 lots. Mais en fait, forcément, dans 20 ans, quand vous aurez remboursé tout ça, vous aurez vos 70, 80 000 €, le prix du bien que vous l'avez acheté. Ça aura peut-être même pas beaucoup évolué parce que selon les villes, le prix de l'immobilier n'est pas forcément en hausse. Alors que si on fait le même calcul à Toulouse, alors oui, le ticket d'entrée est un peu plus élevé, mais par contre, avec 60 000 €, on n'a quasiment rien à Toulouse, mais imaginons qu'on reste sur un immeuble par exemple de 4-5 lots, on va normalement être à peu près à 500-600 000 €. Dans 20 ans, là, vous avez remboursé 500-600 000 € alors que vous n'avez remboursé que 80 000 € dans une autre ville. Par contre, dans cette
cette autre petite ville à cash flow, vous avez peut-être généré plus de cash flow, plus d'excédent de trésorerie grâce à vos locations. Encore une fois, un immeuble de 5 lots par exemple, même si vous êtes dans une petite ville, il y a quand même des villes dans lesquelles vous pouvez louer au moins 400 € par appartement. Donc 400 € par appartement, ça fait donc 800, 1600 et ça va nous faire donc 2000 € par mois. Donc vous allez générer 2000 € par mois sur 5 appartements par exemple si vous louez 400 € par lot et vous allez avoir le coût de votre emprunt qui va être de 500 € par mois plus les quelques charges qu'il va y avoir. Donc là vous allez réussir à générer du cash flow alors que sur le même achat par exemple à Toulouse on aurait acheté plus cher, on va rembourser plus de capital donc sur 10 ans, 20 ans on va s'enrichir quand même davantage. Mais par contre dans l'immédiat à Toulouse peut-être que ces 5 appartements on va pas les louer 3 fois plus cher que dans l'autre ville. On va les louer peut-être un petit peu plus cher, on va pas louer 400, on va les louer 600. Mais en fait vous voyez que si on loue 600, on rajoute 200 € par lot, donc on va faire quoi? On va faire 2800 €. Par contre, l'emprunt qu'on aura eu en face pour 500 000 € par exemple, va forcément quasiment effacer ce cash flow. Donc encore une fois, en fonction des marchés, c'est là où il faut bien étudier vos besoins, il faut bien étudier vos capacités financières. Et encore une fois, c'est bien de mixer les deux. C'est bien d'avoir du patrimoine dans des villes où vous savez que vous remboursez du gros capital. Et c'est bien aussi d'avoir peut-être de l'immobilier dans des villes périphériques un peu plus reculées dans lesquelles vous allez générer du cash flow. Parce que ça, pour le coup, le cash flow, c'est de l'argent que vous allez toucher tous les mois et que vous allez pouvoir utiliser, remettre à profit pour réinvestir rapidement. Et donc, ça a aussi sa logique et ça fait sens dans une stratégie de développement immobilier. Troisième moyen de générer de l'argent grâce à l'immobilier, ça va être de revendre pour encaisser une plus-value. Alors, soit vous achetez initialement avec l'objectif de revendre, auquel cas vous pouvez donc monter une opération de marchand de biens. Mais encore une fois, le but quand vous allez revendre un bien immobilier, si vous avez bien acheté, respecté les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, ça va être de revendre plus cher que votre coût d'acquisition total. Donc encore une fois, imaginons, je reste sur mon exemple à Toulouse par exemple, et puis j'ai fait pour le coup une opération concrète là-dessus. J'avais acheté un studio alors que j'avais réussi à toucher à 50 000 € au centre-ville de Jeanne d'Arc, boulevard de Strasbourg de Toulouse, quartier Jeanne d'Arc, boulevard de Strasbourg pour ceux qui connaissent. J'avais acheté cet appartement 55 000 €, on avait mis quelques travaux, 10 000 € environ, donc j'avais une opération globale à 68 000. C'est pour ça que mon 55 000 plus 10 ça fait pas 68, mais j'avais dû faire passer quelques frais en plus. J'avais un emprunt à 68 000 € sur cet appartement et je l'ai vendu courant 2024 à, alors bon, un Parisien certes, mais je l'ai revendu 110 000 €. Donc il y a eu quand même une belle plus-value au milieu. En pourcentage, c'est quand même quelque chose de très correct. Et là, pour le coup, du coup, on encaisse une plus-value. Donc là, on va récupérer une grosse somme d'argent de suite. Alors attention, bien évidemment, selon votre mode de détention, si vous êtes en nom propre ou si vous êtes en société, il va y avoir un barème d'imposition qui va s'appliquer, mais c'est un moyen de dégager de l'argent avec un bien immobilier. Et aujourd'hui, faire ça aussi, ça peut avoir son intérêt dans une stratégie de développement et ça peut même avoir son intérêt de le faire au début. Moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées et à qui j'ai conseillé, par exemple, de réaliser une opération d'achat-revente, entre guillemets, d'une résidence principale sur une année pour pouvoir prendre un gros pécule de départ et pouvoir justement derrière continuer à réinvestir. Il faut savoir aujourd'hui que en France, alors même si encore une fois on entend différents sons de cloche qui nous font peur par rapport à cette imposition sur la plus-value des résidences principales, pour l'instant ça n'a pas bougé, le gouvernement a été censuré, le PLF 2025 n'est pas appliqué, donc il est encore possible de le faire et je pense que de toute façon il sera possible de le faire. Parce que même s'ils vont nous imposer des durées minimum pendant lesquelles on doit occuper la résidence principale, ce sera toujours une option qui sera quand même, qui s'offrira à nous. Donc aujourd'hui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut être pertinent si vous n'avez pas d'argent au départ, de faire un coup en résidence principale, vous achetez, vous revendez, tout ça en l'espace d'un an et demi, et vous encaissez au milieu une plus-value qui sera nette d'impôt, qui n'est pas imposée, grâce justement, encore une fois, à cette petite niche fiscale. Donc ça peut être aussi une option pour dégager de l'argent. Et après, plus tard, si vous faites ça même pas sur des résidences principales, mais sur d'autres appartements, ça peut être un vrai métier, ce qu'on appelle faire du marchand de biens, de l'achat-revente, et vous pouvez également prendre des gros billets. Par contre, l'inconvénient dans tout ça, c'est quoi? C'est que vous devez constamment courir pour trouver la bonne affaire, pour trouver le bon coup, et vous êtes constamment en train d'avoir cette pression de ne pas être à l'arrêt, sinon vous n'avez plus d'argent qui rentre. Moi j'aime bien l'aspect patrimonial avec le cash flow, avec le remboursement de capital, parce qu'il y a vraiment cette sensation, cette notion de sécurité qui se crée, et plus on attend, plus les crédits passent, plus ça se rembourse, et plus on se dit ok, j'ai une sécurité financière qui est en train de s'installer, j'ai un vrai patrimoine qui est en train de se créer, et même si vous partez 3 mois en vacances, vous avez quand même ce capital qui
qui se remboursent, vos loyers qui tombent et vous générez quand même un revenu. Alors oui, encore une fois, si on fait du marchand et qu'on y est assidu, on va pouvoir se encaisser une plus-value, deux plus-values à l'année. Si on va assez vite dans les projets, deux plus-values, bon, selon l'envergure des projets, mais si vous êtes entre guillemets un petit marchand de biens, vous allez facilement réussir à générer 50, 60 000 euros par an. Bon, 50, 60 000 euros divisé par 12, ça fait un salaire correct. Mais par contre, encore une fois, on va le toucher une fois dans l'année ou deux fois dans l'année. Et donc forcément, ça a aussi d'autres contraintes, mais c'est une possibilité qui peut encore une fois avoir sens d'intégrer ce mode d'exploitation et d'enrichissement dans votre stratégie, même en tant qu'investisseur patrimonial. Et enfin, quatrième point pour s'enrichir dans l'immobilier, ça va être de profiter de son différé. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens exploitent. J'ai l'impression, en tout cas, des personnes que je rencontre, avec qui je discute, qu'ils n'utilisent pas les différés autant qu'ils le pourraient. C'est-à-dire que le différé, c'est quoi? C'est la banque qui va vous donner un différé, qui va vous donner un délai pendant lequel vous allez pouvoir faire vos travaux et vous n'aurez pas de crédit à rembourser. Alors il y a deux types de différés. Il va y avoir le différé total, où là on ne paye rien, ni intérêt ni capital, on ne paye aucune mensualité. Et il y a le différé partiel, où la banque va quand même nous demander de rembourser les intérêts directement, mais pas le capital. Donc par exemple sur une mensualité à 550 euros, au début, au lieu de devoir payer 550 euros, on va peut-être devoir payer que 200 euros d'intérêt. Et ensuite, au bout de la période du différé, là, les mensualités commenceront. Maintenant, encore une fois, il y a beaucoup de banquiers qui vont proposer des différés de 6 mois en général, quand vous achetez un appartement avec un peu de travaux, mais n'hésitez pas à le négocier. Ça, c'est un des éléments, moi, qui est le plus important pour moi à négocier. Et je sais qu'encore une fois, aujourd'hui, je suis en train de signer un petit appartement qui est tout petit. On parle d'un appartement de 13 mètres carrés, mais j'ai réussi à négocier 1 an de différé total. Ça veut dire que cet appartement, bon, en même pas un mois, je pense que les travaux vont être faits, il n'y a vraiment rien du tout. Et donc derrière, j'ai 11 mois complets pendant lesquels je vais encaisser de la trésorerie sans avoir de mensualité à rembourser. Donc ça, c'est un appartement, alors encore une fois, en courte durée, je pense que je vais faire minimum 1000 euros par mois avec. Donc ça veut dire qu'en fait, 1000 euros fois 11, du coup il y a un mois à peu près où il va y avoir les travaux et la mise en location, mais donc je vais encaisser pas 11 000 euros parce qu'il va y avoir quelques frais forcément, le syndic, il va y avoir ma taxe foncière, etc. Mais je vais peut-être réussir à mettre 10 000 euros de côté sur cette première année grâce à cet appartement avant même de rembourser mon crédit. Et en fait ça c'est un gros levier, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, quand vous allez bien négocier vos différés, encaisser une grosse trésorerie d'un coup, pendant 1 an, 2 ans, parce que moi j'ai même un immeuble pour le coup, bon là pour le coup j'en ai eu besoin, mais un immeuble où j'ai fait une surélévation, j'avais négocié 2 ans de différé total, différé partiel pardon, donc j'ai quand même dû payer les intérêts pendant ces 24 mois, mais par contre ça m'a permis quand même de faire mon chantier sans avoir trop de pression financière. Bon, in fine, il y a eu des retards sur le chantier, j'ai utilisé quasiment l'intégralité du différé, donc j'ai pas pu, là pour le coup je me suis un peu, pas raté, je pouvais pas tirer plus, de toute façon aucune banque ne fera plus de 2 ans de différé, je me suis pas donc raté, mais en tout cas j'ai pas pu profiter et bénéficier de ce différé. Mais sachez que pour des petits appartements, en tout cas vous pouvez facilement négocier 1 an de différé. Alors selon les banques ce sera soit du différé total, soit du différé partiel, bien évidemment il vaut mieux du total. Et si vous arrivez à négocier un différé total pendant 1 an, vous allez encaisser vraiment une grosse trésorerie sur cette première année que vous allez pouvoir remettre à contribution d'une prochaine opération, que vous allez pouvoir garder pour faire votre matelas de sécurité. Encore une fois, libre à vous après de l'exploiter comme vous voulez, mais encore une fois, ça fait sens. Et vous voyez de toute façon tout ce que je vous ai expliqué, il faut essayer de faire bosser ces méthodes d'enrichissement ensemble. Vous pouvez acheter un appartement dans une grande ville où vous allez rembourser du gros capital. En parallèle, vous pouvez faire du cash flow avec un petit immeuble de rapport dans une ville périphérique. En même temps, si un pote vous propose un bon coup, vous pouvez y aller, faire un petit coup d'achat-revente, prendre 20, 30 000 euros au milieu. Ça vous permettra derrière de remettre les apports pour racheter du patrimonial. Et inversement, sur toutes les opérations que vous faites, vous pouvez essayer de négocier un différé sur toutes les opérations patrimoniales, justement, locatives. Comme ça, vous allez pouvoir prendre des trésoreries de côté. Et en fait, en mixant toutes ces stratégies, toutes ces méthodes, vous allez voir qu'il est quand même relativement facile de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez dans la description le lien vers une formation complètement offerte. On passe 1h30 ensemble sur mon écran. Je vous explique toute la stratégie pour devenir propriétaire de votre premier appartement dans les 6 prochains mois en 2025. Et on verra comment trouver la bonne affaire, comment se la faire financer. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé cette première bonne affaire, comment vous pouvez passer dans les 3 prochaines années de 1 à 10 biens immobiliers. Donc tout ça, on le voit dans cette formation, c'est du contenu de haut niveau et je vous laisse regarder ça, c'est complètement offert si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir d'avoir vos retours. C'était Mathéo, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.